Hélène, 9e épisode. Donc je suis dans une salle de réveil. C'est une ambiance très sombre. Il n'y a pas de lumière. Et là, j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant « ça s'est très mal passé, mais on a quand même réussi à vous greffer ». J'entends cette phrase. Ça s'est très mal passé, mais on a réussi à vous greffer. 3, 2, 1. Donc, quelque part, j'essaie de me calmer parce que j'ai le tuyau dans la gorge et de respirer. J'aimerais bien que justement Guillaume ou quelqu'un soit là pour me tenir la main, mais il n'y a personne. À ce moment-là, on me remonte dans ma chambre, un peu stérile, un peu à l'écart. Et ça, c'est la chambre où j'étais lors de ma première greffe, quand j'avais 17 ans. J'ai des souvenirs de noirceur, pour moi, tout est sombre autour de moi. Tu vois, c'est un truc un peu flippant, en fait, parce que je vois pas de lumière, je vois pas les gens, j'arrive pas à respirer, j'ai ce truc dans la gorge, donc je peux pas parler, et on me dit que ça s'est mal passé. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc un peu... Je suis un peu inquiète, c'est anxiogène, et après, je repars dans le sommeil. Tu vacilles comme ça entre l'éveil et puis tu te rendors. Je pense qu'ils mettent tellement d'antidouleurs ou t'es drogué, quoi. Donc, tu vois, tu te réveilles, puis tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors. Tu sais pas exactement où tu es. T'es un peu flottante comme ça. Il y a le chirurgien qui vient te voir le lendemain et il m'explique, il me dit en fait, moi, avec l'insuffisance rénale, j'ai tous les vaisseaux qui se sont calcifiés. Donc, calcifiés, ça veut dire qu'ils sont durs comme du verre, en fait. Et alors que ça devrait être du caoutchouc. Donc, eux, ils n'arrivent pas à faire la greffe qui est de mettre l'artère du rein sur une de mes artères et de greffer, donc de connecter. Mon artère, elle est en mauvais état. Donc, le chirurgien n'y arrive pas, échoue. Et c'est ce qu'il me dit, il m'explique. Il me dit, j'ai failli refermer. Et tout d'un coup, avant de refermer, j'ai retenté, ça a réussi. Il fait la connexion, le rein fonctionne. J'ai des redons, donc en fait, il y a des tuyaux qui sortent du ventre et qui éliminent toutes les impuretés de l'opération avec un flacon à l'extérieur. On draine, vraiment, c'est l'idée du drainage et tout ça. J'ai été greffée le mardi. Et le samedi matin, je me souviens très bien, donc il y a une infirmière qui me dit il faut vous enlever un redon. Et je la vois, elle tire comme ça, tu vois, elle tire sur le truc. Mais là, je vois un geyser de sang qui sort de mon ventre. Et je lui dis, il y a un truc anormal là. Et là, une douleur, mais dans le ventre, un truc de fou. Et j'appuie comme une malade sur le poing. En fait, je suis en train de faire une hémorragie, en fait. Je me sens partir, je sens que je pars, je m'évanouis et je sens que je vais mourir. Je me suis réveillée en réa, toujours, alors parce que intubée, et ils m'ont ligotée pour pas que je m'arrache le tuyau. Et là, je reste dans ce centre de réanimation 1 mois, je crois. En réanimation, ce qui est très compliqué, c'est que tu as de la lumière tout le temps. Parce que tu es en urgence, donc les infirmiers, les aides-soignants sont là tout le temps. Donc, tu n'as ni le jour ni la nuit comme référence. Je suis certainement à moitié à poil, j'ai froid... ils s'en foutent complètement en réa, tu vois. Et tu peux pas avoir de couverture parce qu'il faut qu'ils regardent si tu saignes pas, si machin. Et notamment, une nuit, je vois des petits nains qui arrivent sur mon lit. Une montagne de petits nains de jardin, tu vois. Ils me droguent à je ne sais pas quel médoc. Et je me dis, t'inquiète pas Hélène... c'est des hallucinations. Mais je me souviens me dire, c'est pas vrai. J'étais entourée de petits nains, quoi.
Donc on me découvre une anomalie cardiaque assez importante, mais je suis un peu faible parce que je viens de sortir de cette greffe et tout ça. Donc ils peuvent pas m'opérer tout de suite. Je me souviens très bien que le médecin me dit, si c'était ma famille, je conseillerais un pontage. Et donc je reste à Bicêtre avec une ultra grande surveillance sur le cœur pendant 1 mois. Et à l'hôpital, je commençais à être très angoissée le matin. Je pleurais beaucoup et tout. Tu vois, quand on te réveille, il est 7h du matin et là tu fais waouh, il y a une journée à passer, là ça va être très dur. Il y a un moment, moi je faisais plus rien, même la télé, je pouvais même plus regarder un DVD quoi. Et je suis restée plusieurs mois sans rien faire quoi. Donc, ce qui m'amenait de la vitalité, c'était mes amis. Ariane, elle m'appelait toujours à 8h. Et elle me racontait, tiens, je suis à une terrasse de café, il y a un arbre, machin. Et ça m'a beaucoup aidée. Tu vois, tous ces moments, c'est sûr. Enfin, et puis après ces moments-là, j'attendais la visite. Parce qu'en fait, tu dis, ouais, mais moi, si on m'avait pas tenu la main, je serais morte, c'est sûr. Mais c'était ma raison de vivre à l'hosto. Et personne de ta famille n'est venu? Non. C'était trop dur. On n'en a jamais parlé après avec mes frères et sœurs. En fait, quand tu te dis, tu peux pas en vouloir aux gens de pas supporter l'hosto. Enfin, tu vois, et puis au final, tu te dis, ah ouais, j'aurais pu mourir, il serait pas venu. Je sais pas. Et un jour, parce que ça, à l'hôpital, ils sont quand même un peu casse-pieds, ils te disent du jour au lendemain, vous sortez, tu vois, mais je peux rentrer chez moi. Et donc là, je rentre à la maison, c'est le bonheur. Guillaume vient dîner, là je me régale, évidemment, c'est pas de la nourriture de l'hôpital. Je suis très contente, je tiens le coup au moins jusqu'à 22h. Je me dis que je vais me coucher dans mon lit. Je n'ai pas de perfusion dans les bras, donc je vais pouvoir me rouler dans ma couette et me mettre dans la position que je veux. Et le dimanche matin, je suis dans mon lit et je me souviens très bien un documentaire sur Cocteau. Et je me dis, j'aimerais bien aller me promener. Et donc je me lève, je descends l'escalier, je sors. J'étais quand même une petite vieille. Moi, j'étais super contente d'aller au square qui est à côté. Et le fait de remarcher, de ressentir l'air sur soi et tout, c'est merveilleux. Et là, une douleur dans la poitrine atroce. Donc, je me dis, merde, je suis en train de faire un infarctus en fait. Donc, on m'hospitalise en cardiologie. Il y a en perspective cette grosse opération de pontage qui m'angoisse beaucoup. J'ai très très peur d'y aller. Et très vite, ils prennent la décision de m'envoyer à la Salpêtrière pour me faire opérer. Et je suis partie donc dans cet hôpital en SAMU, avec aucune affaire. Donc j'ai le droit de rien prendre avec moi. J'ai le droit d'être en blouse d'hôpital, pas de sac, T'es complètement démuni. T'as plus d'affaires, tu peux plus marcher, t'es dépendant de tout le monde, parce que t'as pas de force, tu vois. Et je crois que c'est des choses comme ça qui sont les plus difficiles à vivre. Je n'ai plus d'identité. Donc je négocie de prendre mon téléphone et mon chargeur, parce que moi, si je peux pas appeler mes amis et tout, je suis paniquée, quoi. Et je me dis, voilà, on va me faire cette grosse opération du cœur. Mais qu'est-ce que ça signifie? Comment je vais vivre ça? Pour moi, autant les greffes, quelque part, c'est quelque chose de connu. Mais là, non. Donc tu as passé déjà plusieurs mois à l'hôpital. Tu as subi plusieurs opérations, tu es très affaibli. C'est un peu comme s'il y avait la guerre dans ton corps.
j'ai l'impression. Et oui, je pense qu'il y a un côté comme ça, ouais. On dit se battre, on emploie ces mots-là. Quand tu sors d'une grosse opération comme celle du cœur ou la greffe, le lendemain, on te demande de te laver dans le lit, mais tout seul. Te brosser les cheveux, te laver les dents, pour gagner l'autonomie, tu dois prendre sur toi, c'est un épuisement total. Tu fais ça, après, tu as la matinée pour t'en remettre, quoi. Donc, c'est des mini-batailles, ou alors... moi, je me souviens que de mettre du déodorant, ça me demandait une énergie de dingue. Mais c'est des petites victoires. Donc, tu as ce quadruple pontage. Voilà. Et donc, après, tout va mieux. Alors après, j'attendais en fait l'ultime opération parce que j'avais une poche. En fait, ils n'avaient jamais réussi à faire la connexion entre la vessie et le rein. Donc pendant tout ce temps-là, j'avais une poche sur la jambe pour recueillir les urines. Et moi, je disais au médecin, niet, je ne vivrai jamais avec une poche. Moi, j'essayais de lui expliquer que j'avais 44 ans, qu'il était hors de question que je me prive d'aller à la piscine, au bord de la mer, me baigner, les relations sexuelles, et qu'avec une poche, c'était impossible. Et donc, il fallait faire une dernière opération. On est le 24 mars. Je me fais opérer. Et là, ça va pas du tout. En fait, je me réveille de cette opération et je sens la poche. Je mets la main et je sens le tuyau. Donc, je comprends que ça n'a pas marché, en fait. Et le médecin, le néphrologue me dit, c'est maintenant qu'il va falloir être courageuse. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer, quoi ? En fait, j'ai une occlusion intestinale qui est liée à l'opération, mais monstrueuse, quoi. Et là, tu es en danger de mort. Et pareil, on ne peut pas m'opérer parce que je suis trop faible et j'entends les médecins qui disent, mais on ne peut pas l'opérer. Donc, ils font des examens, ils regardent et ça ne se dénoue pas. Donc, je me dis, je vais mourir. Bah, tu vois, je suis encore là, je vais mourir. À suivre.